Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. Cette semaine, on a décidé de vous parler de Bundesliga. Que se passe-t-il de l'autre côté du Rhin ? Eh bien, plein de choses passionnantes. Mönchengladbach, le leader, et son dauphin Leipzig, deux équipes enthousiasmantes, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund à la ramasse. On vous dira tout, ou presque, sur la tête de la Bundesliga, un championnat peu suivi en France, et c'est bien dommage. Et puis évidemment, on n'oubliera pas de vous parler du Ballon d'Or, Léo Messi sacré pour la 6e fois. J'imagine que je ne vous l'apprends pas. Avec moi pour dérouler ce programme chargé, deux habitués de Big Five, l'un des super chefs du foot, Emmanuel Beaujean. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie. Notre monsieur Allemagne, David Fiou. Salut David. Salut. Et puis un petit nouveau que j'accueille pour la première fois et j'en suis ravie, Flavien Trésarieux, l'un des journalistes de notre rubrique football. Bonjour Flavien. Bonjour. Et voilà, les présentations sont faites, vous avez le menu et maintenant on peut commencer. Un vent de révolte soufflerait-il sur l'Allemagne ? Après 13 journées, c'est le Borussia Mönchengladbach qui est en tête, 1 point devant Leipzig et 3 devant Schalke 04. Le Bayern Munich n'est pas très loin, à la 4e place, et c'était déjà le cas la saison dernière après 13 journées. Pas de quoi s'inquiéter, me direz-vous, mais on a quand même l'impression que le grand Bayern fait moins peur, parce qu'il est moins performant, évidemment, on va y venir. Le Bayern, c'est 29 titres de champion d'Allemagne, donc 14 au 21e siècle, c'est énorme, et depuis 2013, aucune autre équipe n'a réussi à lui piquer le premier rôle. Mais David, cette année, on a le sentiment que les autres clubs y croient. Ils y croient, ils sont beaucoup à y croire en plus. Autant l'année dernière, on a pensé que Dortmund serait le rival, même s'ils n'ont pas pu concrétiser leur objectif. Cette année, il y a 8 points d'écart entre le premier et le 9e. Donc le Bayern ne va pas devoir se battre uniquement contre une seule équipe, mais contre plusieurs. Ça complique un petit peu la tâche. Et parmi ceux-là, donc il y a Mönchengladbach. Ça donne un petit côté vintage en plus à la Bundesliga, parce que Mönchengladbach, c'est le club phare des années 70, qui était 5 fois champion à cette époque-là, vainqueur d'une coupe UEFA, et ça fait assez plaisir de voir cette équipe-là. Ça fait plaisir aux Allemands qui s'intéressent au foot et qui sont pas très enthousiastes à l'idée de voir Leipzig. Donc il y a beaucoup de nouveautés. Et cette année, peut-être que le Bayern, finalement, peut trébucher. Alors tu parles de Mönchengladbach, évidemment, donc tu l'as dit, c'était un grand club allemand dans les années 70, 5 titres de champion et 2 coupes de l'UEFA. Après, ils ont pas mal décliné, mais donc en ce moment, ils sont en tête avec 9 victoires, 1 nul et 3 défaites. Je pense que certains de nos auditeurs n'ont pas vu jouer Mönchengladbach cette saison. Manuel, est-ce que tu peux nous dire quel est leur style de jeu sur le terrain ? Alors, c'est assez offensif. C'est plutôt plaisant à voir. Je crois que sur leurs 9 victoires, il y en a 6 qui ont été obtenues avec au moins 3 buts de marqués. On a des joueurs français là-bas. On a notamment Marcus Thuram, qu'on connaissait à Guingamp et qui est de plus en plus épanoui et mature avec ce championnat allemand. Il se sent bien. Il doit en être à 6 buts, 5 passes. On a aussi Alassane Plea, qui est international français. On a en défense Mamadou Doucouré, qui est passé par le Paris Saint-Germain. Il y a 4 joueurs suisses aussi, c'est une particularité, qui sont quasiment tous titulaires, entre Sommer, l'ancien de Bâle, Elvedi, on a également Mbolo, qui est l'ancien grand espoir en attaque, et puis le milieu Zakaria. Et en entraîneur, on a Marco Rose, qui est un entraîneur assez... qui a un fort potentiel, qu'on avait aperçu quand Marseille avait fait son épopée en Ligue Europa, parce qu'à l'époque, il entraînait le Red Bull Salzbourg. Et il est arrivé cet été à Gladbach. Oui. Et donc Gladbach, c'est une équipe, tu le disais, assez verticale, qui applique un pressing très haut. Oui, c'est plutôt un 4-3-3, et sur les dernières journées, il y a beaucoup de victoires, 4-2, donc c'est plutôt plaisant à voir. On a de la percussion, on a des joueurs offensifs qui sont en forme avec Thuram et Mbolo en ce moment. Donc c'est vrai qu'on pouvait avoir des doutes quand ils ont pris la tête du championnat. Ils arrivent pour le moment à tenir la cadence. Tu les évoquais évidemment, la particularité de Mönchengladbach, pour nous, tout chauvin que nous sommes, c'est qu'il y a 3 Français dans l'effectif. Plea vient de Nice, il est arrivé à l'été 2018 et Thuram est arrivé de Guingamp cet été. Comment vous expliquez le fait que ces bons joueurs de Ligue 1 explosent en ce moment chez le leader de Bundesliga ? Je pense qu'on a tendance à les responsabiliser un petit peu plus, et c'est vrai qu'en Allemagne... on se pose moins la question en fait de leur expérience, de leur âge. On parle de Thuram par exemple, ou Mbolo quand tu l'as dit, même s'il n'est pas français, c'est des joueurs qui à la base sont pas des joueurs très réguliers
Et pourtant, par exemple, on l'a vu la saison dernière avec Thuram à Guingamp, il avait fait 6 mois de folie à l'échelle guingampaise, et les 6 derniers un peu moins incroyables. Et un joueur comme ça, à la base, on peut se dire, tiens, il est nonchalant, il n'est pas toujours très régulier, et pourtant, Marco Rose l'été dernier a beaucoup insisté pour lui parler avant la signature, et il lui a donné beaucoup de confiance en lui disant vraiment qu'il aurait un gros temps de jeu, et ça a été un peu la même chose pour Embolo, même s'il avait plus de temps de jeu en Bundesliga auparavant. Ces joueurs-là, comme ça, se posent beaucoup moins de questions. Et en plus, en Allemagne, c'est un peu plus foufou, je trouve, le style de jeu. Ça va un peu dans tous les sens. Et le côté un peu tactique et rigueur défensive qui va pas toujours à tous les défenseurs. Celui-là, on l'oublie. Et en fait, on joue plus au ballon. Et c'est ce qu'aiment aussi quelquefois les bons joueurs français, les jeunes offensifs. Ouais, alors je le rappelle, il y a 27 joueurs français en Bundesliga, dont les 3 de Gladbach. Donc, dans France Football, le 12 novembre, le directeur sportif de Gladbach, Max Eberl, déclarait « Sur le marché français, les joueurs sont jeunes, talentueux et pas trop chers, mais aussi déjà matures tactiquement et techniquement. » On en a déjà parlé dans Big Five, mais en Allemagne, on apprécie la formation française. Oui. Donc, Mönchengladbach n'est pas le seul à venir puiser chez nous, mais ils ont des réseaux qui se sont étendus ces dernières années au repérage des joueurs en France, et ils leur donnent des responsabilités, ils ne sont pas déçus. Les joueurs français ont aussi des moyens pour s'épanouir en France. On peut pas dire qu'il faut absolument aller en Allemagne pour s'imposer, pour grandir. Mais il y a des exemples qui donnent envie d'y aller des deux côtés, donc pour les joueurs et pour les clubs. Tout le monde a l'air de s'y retrouver. Puis il y a un effet de mode aussi. Je pense à Michael Cuisance, il y a Mukiele qui était parti aussi à Leipzig, et Zagadou qui jouait peu ou pas encore au Paris Saint-Germain. Donc les Allemands sont à l'affût de joueurs à fort potentiel qui ne sont pas encore extrêmement utilisés ou qui sont barrés dans un gros club, et qu'ils arrivent à séduire, notamment aussi avec un système de primes, et puis comme disait Flavien, avec un style de jeu en Bundesliga qui est assez attractif. En Bundesliga, on a quelques clubs qui sont aussi peut-être un peu plus portés sur la France, parce qu'il y a le côté trading, c'est important. On ne peut pas dire rivaliser avec le Bayern de Munich, mais par exemple, Borussia Mönchengladbach a régulièrement 2 recruteurs qui viennent beaucoup en France, et on a des joueurs qui sont dans l'effectif actuellement. On n'a pas cité Ben Sebaini, par exemple, qui vient aussi du Stade Rennais, mais ils ont aussi essayé ils étaient à 2 doigts de recruter Malansar à Nice cet été. Ils étaient sur Samuel Grand-Cyr, Jonathan Panzo aussi qui était à Monaco. Pendant un temps cet été, c'était vraiment très concret, et donc c'est vraiment un championnat sur lequel ils se sont dit qu'il fallait vraiment beaucoup miser. L'une des particularités, Emmanuel, tu l'évoquais, c'est qu'il y a plusieurs joueurs suisses dans l'effectif. Ils sont 4, et en fait, ils permettent de faire le lien entre les francophones et les germanophones, puisqu'ils parlent les 2 langues. C'est Lucien Favre qui avait initié cette tradition helvétique à son arrivée en 2011 ? Oui, d'une certaine façon. Et puis, Lucien Favre est désormais à Dortmund, mais on a compris qu'il y avait du talent en Suisse également. On a beaucoup de joueurs qui sont issus de Bâle, avec Embolo. Il y a Flavien qui connaît bien aussi, je crois, le parcours de Zakaria, qui est devenu international et qui s'est affirmé dans l'entrejeu. Donc, c'est vrai que quand un filon marche, on serait bête de ne pas l'exploiter. Et Mönchengladbach, à la fois avec ses Français, ses Suisses et puis quelques Allemands, arrive à faire une équipe assez homogène. Elle est appréciée en Allemagne, cette équipe de Mönchengladbach ? Ouais, elle est appréciée parce que alors c'est pas la première fois qu'ils reviennent au premier plan. Ils s'étaient qualifiés pour la Ligue des Champions il y a 4 ans avec Favre. L'année dernière, ils étaient aussi très bien placés. Ils avaient même juste 2 points de moins au même stade de la compétition qu'aujourd'hui. Donc c'est pas nouveau de les revoir. Ils étaient restés à la 2e place jusqu'à mi-février. Ouais, voilà, ça veut durer assez longtemps. Ils s'étaient vraiment écroulés sur la phase retour. Mais ce qui plaît, c'est ce que Manu évoquait, c'est que c'est une équipe qui va vers l'avant et qui a vraiment évolué par rapport à l'année dernière, où avec Dieter Hecking, l'entraîneur qui était en place, on jouait un football de possession. Aujourd'hui, c'est très agressif, c'est très vers l'avant. C'est l'équipe qui gagne le plus de duels en Bundesliga. L'année dernière, elle était dernière de ce point de vue-là. Il y a vraiment une révolution dans la mentalité sur le terrain. Donc ça fait plaisir à voir, et puis voilà, des jeunes qui se révèlent, on a toujours aussi plaisir à en découvrir. Donc tout ça participe à la réussite de Gladbach. Donc tu l'as rappelé, l'année dernière, ils avaient aussi très bien débuté avant de s'écrouler un peu sur la fin. Ils avaient finalement terminé 5e. Cette saison, ils ont déjà perdu face à 2 concurrents directs, Leipzig et Dortmund. En fait, ils sont à la recherche d'un match référence. Ouais, voilà, c'est pour ça que samedi se jouera le match contre le Bayern, et que ce sera vraiment le révélateur. Ils ont perdu 2 fois contre Dortmund, une fois en championnat, une fois en coupe.
Ils ont perdu chez eux contre Leipzig. On ne sait pas encore ce qu'ils valent contre les grosses équipes, même si en Ligue Europa, ils ont eu des bons résultats aussi contre l'AS Rome. Est-ce qu'ils sont suffisamment consistants, puisque la Bundesliga est homogène cette année, que tout le monde peut battre tout le monde? Il est possible qu'à l'arrivée, ce qui va prévaloir, ce sera les confrontations directes. Et est-ce qu'ils sont capables de tenir le choc contre le Bayern? C'est ce qui rend l'affiche super excitante pour samedi. C'est une équipe jeune aussi, il me semble, Mönchengladbach. Ah, bien sûr, bien sûr. Réponse pour ce test de maturité, on va dire samedi 7 décembre avec la réception du Bayern Munich. On peut parler maintenant de la deuxième équipe qui nous intéresse aujourd'hui, Leipzig. Donc je le rappelle, c'est un club fondé il y a 10 ans seulement par le groupe Red Bull, qui est passé rapidement de la 5e à la première division. Ça a longtemps été le club mal aimé de Bundesliga, justement parce qu'il a connu une ascension fulgurante. Mais cette saison, David, on a l'impression que c'est en train de changer. Oui, ils sont mieux acceptés. Alors, tout n'est pas réglé. Hein. Il y a encore des grèves d'encouragement, des choses comme ça qui montrent qu'on n'est pas prêt à accepter l'explosion un peu artificielle d'un club comme ça au très très haut niveau. Mais il reste que le football est agréable à regarder, que les méthodes ne sont pas non plus si diaboliques que ça. Donner son nom à un stade, les autres clubs le font. Il y a aussi une petite hypocrisie dans le football qui fait qu'on est prêt à cracher sur un nouveau venu parce que finalement, il vient un peu marcher sur votre plate-bande. Mais malgré ça, voilà, il y a un entraîneur aujourd'hui qui est séduisant. Il y a des jeunes qui sont des vrais paris et qu'il faut saluer parce que c'est un risque qui est pris. Même si, encore une fois, il y a toujours un mais avec Leipzig. Ça se fait par des moyens détournés. On va piocher à Salzbourg qui fait qu'on a un joueur un peu plus facilement, peut-être à un prix un peu plus modéré. Tu peux juste rappeler le lien entre Salzbourg et Leipzig? Voilà, qui appartiennent tous les deux à la firme Red Bull, qui a commencé dans le football à Salzbourg et qui ensuite a mis le pied sur le marché allemand à Leipzig. Et c'est aujourd'hui devenu la vedette du projet, puisque Leipzig a disputé la Ligue des Champions. Et ils viennent de se qualifier pour la première fois de leur histoire, du coup, en 8e de finale. Ouais, voilà. Et on ne peut pas considérer non plus qu'ils font n'importe quoi. Il n'y a pas de transfert à 60, 70 millions. Il y a encore dans l'effectif des 5, 6 joueurs qui étaient là en 3e division. Donc ça montre quand même une permanence et une ambition de faire progresser ses propres joueurs. Ça, c'est des choses qui sont assez respectables. Alors, l'entraîneur de Leipzig, c'est Julian Nagelsmann, si je le prononce bien. Donc il est allemand, il a seulement 32 ans. Les observateurs le présentent comme un futur grand entraîneur, voire très grand entraîneur. Emmanuel, pourquoi tous ces éloges sur Nagelsmann? Parce qu'il est très jeune, parce qu'il est talentueux. Plus jeune que vous tous, je pense. Oui, parce qu'il fait bien jouer ses équipes. Et c'est vrai qu'il y a aussi une mode un petit peu des entraîneurs allemands. Il y avait eu Tuchel, il y a Klopp qui était sur le toit de l'Europe, il y a Nagelsmann, il y a eu un petit peu le temps de quelques mois Tedesco, mais ça s'est moins bien terminé avec Schalke, il est maintenant parti en Russie au Spartak Moscou. Mais c'est vrai que le Red Bull Leipzig, qui a changé son nom, qui est plutôt RB Leipzig pour rester correct. C'est une équipe qui était en D5 il y a 10 ans, qui s'est très rapidement installée en Bundesliga. Et quand on regarde les résultats, c'est 2e dès son année d'accession en première division, puis 3e, puis 6e, puis 2e. Il y a une forme de constance dans ce club et c'est vrai que c'est un jeu agréable à regarder. 36 buts, c'est la meilleure attaque de Bundesliga. Jeu offensif et de possession, on peut le dire. Oui, jeu offensif. Les 2 matchs contre le Zénith, par exemple, en Ligue des Champions, ça a été une très claire domination. Mais à côté de ça, c'est une équipe aussi qui peut passer à travers. Je me souviens du match aller à domicile contre Lyon, où on n'a pas reconnu véritablement cette équipe, où les défenseurs français, Upamecano, Mukiele, etc., étaient aussi un peu passés à travers. Donc c'est un club, finalement, c'est quasiment l'outsider le plus régulier, si on accepte Dortmund, parce qu'il vient se loger sur le podium. C'est un effectif assez stable et qui est forcément un concurrent au titre du coup. Et puis il y a un petit effet de fraîcheur aussi, parce que tu parlais de plusieurs entraîneurs jeunes. C'est vrai qu'en Europe, on a l'impression qu'il y a une espèce d'essoufflement aussi avec l'absence de nouvelles générations. Et comme on peut avoir des joueurs qui ont 18-20 ans qui sont considérés comme des pépites, c'est un terme que j'aime pas beaucoup moi personnellement, mais il y a des entraîneurs également à Nagelsmann, on se dit il a
32 ans, il a tout pour progresser et faire beaucoup mieux. Donc même s'il n'était pas bon tactiquement, quelque part, il bénéficie aussi d'une image de quelqu'un de jeune qui apporte quelque chose de nouveau avec une nouvelle école. Et donc forcément, le grand public apprécie ce genre de profil. Alors, il le dit lui-même et il n'hésite pas à adapter son système à l'adversaire. Il s'inspire de Guardiola, très clairement. Ouais, il a apporté une touche plus complète à Leipzig qui était vraiment dans la recherche du jeu vers l'avant, le gegenpressing l'année dernière. Et là, on a quelque chose de plus complet. La palette du coup est enrichie et c'est ce qui rend l'équipe plus redoutable. Même si ça la rend aussi un peu fragile et capable de gros trous d'air, donc on l'a vu contre Lyon. Malgré tout, c'est une équipe, si elle reste jeune, qui a de plus en plus d'expérience, et une vraie expérience. C'est la 3e campagne de Coupe d'Europe pour ce groupe-là. Et à un moment, ça va finir par payer. Donc tout le monde est en train de mûrir dans ce club, et très vite. Donc Emmanuel, tu le disais, Leipzig possède la meilleure attaque de Bundesliga et l'équipe le doit en partie à son avant-centre Timo Werner. Déjà 13 buts et 5 passes décisives cette saison en championnat. Derrière l'inoxydable Robert Lewandowski et ses 16 réalisations. C'est quel genre d'attaquant Timo Werner ? Timo Werner, c'est un attaquant de profondeur, c'est là qu'il s'illustre le mieux. Ça cartonne à Leipzig parce qu'il y a cette vitesse qu'il peut exploiter très bien avec les passes de Forsberg, maintenant d'Nkunku, de Sabitzer. Il a plus de mal en sélection, où il est parfois utilisé sur un côté. On lui demande peut-être un peu plus de dribbler, de partir d'un peu plus loin. 29 sélections avec la Mannschaft. Ouais, il a un quota de but qui est pas mal, là je l'ai plus en tête. Mais il a vachement ralenti ces derniers temps. Il est en train de perdre le statut d'avancante vedette qu'il pouvait avoir en sélection au profit de Gnabry. Mais à Leipzig, c'est vraiment une assurance vraiment de but devant. Avec Paulsen, ça s'entend très très bien. Bon, en tout cas, il fait partie des arguments qui font de Leipzig un candidat sérieux au titre. Avant de passer au Bayern, un mot sur le 3e tout de même, Schalke 04. C'est l'équipe de Benjamin Stambouli, qui est vice-capitaine, et de l'ancien Nantais Amin Harit. Là, ils sont sur une série de 6 matchs sans défaite après une dernière année catastrophique, fini à la 14e place. Est-ce que eux aussi peuvent être considérés comme des candidats au titre ou ils sont encore un peu justes ? Moi, ça me paraît délicat de les placer dans les candidats au titre. Il y a un petit regain, en effet, et ça correspond aussi au retour en forme d'Amin Harit. Il y a un bon gardien dans le but avec Nubel, mais si on regarde les 10 dernières années, je pense que le derby de la Ruhr a été vraiment perdu par rapport à Dortmund. Il y a eu beaucoup d'atermoiements, il y a eu une crise aussi avec les supporters. On s'en souvient quand Stambouli avait dû négocier, lui qui avait hérité du brassard de capitaine. Donc Schalke est un club en reconstruction, mais ça me paraît pas assez solide pour jouer le titre cette saison. C'est même pas l'ambition de toute façon. Ils sortaient d'une saison catastrophique, ils ont changé d'entraîneur, ils ont failli descendre. Là aujourd'hui, ils essaient de se sentir bien, de trouver une carburation avec le nouvel entraîneur. Ligue des Champions, l'objectif ? Même pas ? C'est l'Europe oui. En tout cas. C'est l'Europe et effectivement, tu parlais d'Amin Harit, ils ont fait le choix qui était assez fort quand même parce qu'il a passé une saison qui était compliquée sportivement et même en dehors aussi des terrains. Ils ont fait le choix, dès le coach en fait a fait le choix dès le départ d'aller voir Amin Harit et d'essayer de le jauger en fait mentalement parce que son idée de base c'était de le mettre au cœur du dispositif et du jeu. Et tu peux juste rappeler ce qui est arrivé à Amin Harit l'année dernière ? Oui, alors Amin Harit a eu pas mal d'histoires, mais la plus importante en fait c'est qu'après la Coupe du Monde 2018, enfin c'était pendant la Coupe du Monde mais le Maroc était éliminé, il est parti en vacances à Marrakech et en voiture il a renversé quelqu'un qui est décédé sur le coup du coup et ça a été très très compliqué à vivre pour lui. Il y a énormément C'était lui le conducteur de la voiture ? C'était lui le conducteur, il était avec son petit frère, voilà. Et au Maroc il y a eu beaucoup de polémiques, on l'a accusé d'avoir fui, d'avoir bu, d'avoir conduit en excès de vitesse, etc. Et voilà, ce qui n'était pas le cas. Bon, après, il a renversé quelqu'un et bon, il était coupable du coup forcément, mais en fait, ça l'a beaucoup poursuivi en Allemagne. Il y a un petit côté intrusif aussi d'après les médias, etc. Et du coup, on l'a accusé, on a fait ressortir des histoires de casino où il a été au casino mais un an auparavant. Et en fait, c'est ressorti dans la presse.
en disant qu'il les fréquentait toujours. Voilà. Et l'entraîneur Tedesco lui a mis aussi un petit acte, je pense, pour le réveiller, en disant qu'il avait une hygiène de vie qui était à remettre clairement en cause. Donc dernière saison très compliquée. Voilà, très très compliquée. Exactement. Et là, avec ce changement de coach, ce changement de dirigeant aussi, parce que le directeur sportif est arrivé au mois de mars, il me semble. Là, l'idée, c'était plutôt d'essayer de le remettre au cœur du jeu. D'abord, d'essayer de le tester, savoir s'il avait la capacité mentale de le faire. Alors, il a essayé de prouver en allant s'entraîner déjà pendant les vacances tout seul, en faisant des séances, etc. Et en fait, de le relancer. Alors, il est papa, lui, il l'a aussi mis en avant. Il est sûr et certain, c'est un garçon qui a quand même une petite maturité, quand même s'il a fait des erreurs. Et il a quand même suffisamment de recul pour se remettre en question. Et en fait, c'est ce qui a plu au coach. Et là, du coup, dès le début de saison, pendant la préparation, le coach était assez satisfait et même surpris en fait de ses perfs. Et là, ça se voit encore en Bundesliga. Il était meilleur joueur du mois de octobre ou septembre. Voilà, il a des stats qu'il n'a jamais atteints. Il est présent sur 11 buts ou passes avec Exactement, Schalke. ouais. Donc, il participe aussi au bon début de saison. Il a un côté axial et voilà, qui profite beaucoup à Schalke. On va se refermer ce chapitre Bundesliga avec le Bayern Munich, le grand Bayern. On fera évidemment un Big Five dans les prochaines semaines sur l'institution Bayern et surtout ce que ce club représente en Allemagne. Mais avant cela, donc, je rappelle que le Bayern est 4e, 7 victoires, 3 nuls, 3 défaites déjà, 18 buts encaissés. Emmanuel, qu'est-ce qui se passe en ce moment au Bayern, rapidement ? Il y a un côté très paradoxal, c'est-à-dire que je crois qu'il y a rarement eu une puissance offensive d'une telle qualité. On a un Serge Gnabry qui est fantastique. On peut se souvenir du match du Bayern à Tottenham, le 7-2, qui est aussi très performant en sélection. On a Lewandowski qui est probablement dans la forme de sa vie et qui, à l'heure actuelle, me semble le meilleur neuf, le meilleur avant-centre au monde, qui empile les buts, meilleur buteur de Bundesliga, meilleur buteur de C1. On a Kingsley Coman aussi qui a franchi un palier. Il y a eu le recrutement de Perisic, de Coutinho, donc il y a beaucoup de monde sur le secteur offensif. Mais il y a aussi cette instabilité dans les dirigeants, dans le staff, avec Kovac qui a longtemps été menacé, puis remercié. Hansi Flick qui est arrivé comme intérimaire, qui va peut-être rester un petit peu en 2020, mais il y a toujours l'ombre d'un nouvel entraîneur. Et je pense que la faiblesse principale du Bayern, il y a des joueurs qui sont un petit peu en dedans. On peut penser à Pavard et Tolisso aussi par moment. Il y a Kimmich qui est utilisé au milieu et que je trouve plus performant comme arrière droit, mais c'est surtout en défense centrale que c'est compliqué. Il y a la blessure de Zule, il y a Boateng qui a beaucoup de mal à retrouver son niveau. Et là, on tâtonne un petit peu avec des essais, avec Alaba, avec Javi Martinez en défense centrale. Et c'est ce genre c'est la défense qui fait que le Bayern est très inconstant. On peut à la fois cartonner sur un match et perdre après de façon assez surprenante contre Francfort, contre Hoffenheim. Donc le Bayern, c'est une équipe très puissante, mais qui a perdu des points bêtement en début de championnat. Et c'est pour ça que les autres y croient cette saison. Mais excuse-moi, simplement pour rajouter un côté défensif, en fait, ce qui est aussi surprenant, c'est qu'ils ont beaucoup investi pendant l'été, avec Hernandez, c'était 80 millions, Pavard, une trentaine de millions d'euros. Ce qui est 80, par exemple, c'est un montant que le Bayern n'a pas l'habitude de dépenser. Donc, on peut s'attendre d'un club comme ça, en fait, qu'il investisse intelligemment et que la défense, en fait, soit extrêmement solide. Et force est de constater que là, sur les derniers mois, pas pour accuser ces deux joueurs-là, mais effectivement, globalement, ça va pas, quoi. Alors, Descharges et Hernandez, c'est blessé gravement. Absolument. Question que je voulais poser, mais est-ce qu'on n'assiste pas tout simplement à la fin d'un cycle au Bayern avec les départs de Robben et Ribéry cet été, le président Uli Hoeneß aussi qui est parti? Si, mais c'est tout le tort du Bayern de ne pas avoir su gérer cette fin de cycle. On sait depuis des années que Ribéry et Robben vont partir. Ils les ont utilisés jusqu'au bout du bout, sans jamais pouvoir trouver de remplaçant pour assurer une transition pendant qu'ils étaient encore là. De la même manière, ils n'arrivent pas à trouver un entraîneur pour accompagner cette fin de cycle. Ça devait être Niko Kovac. Mais il a eu un problème d'autorité dès le début. Il a été l'entraîneur par défaut. Et ça pardonne pas dans un vestiaire de stars. On sent que vous êtes fragilisé, on en profite. Et il a dû faire face à des remarques dans le vestiaire. Un James Rodriguez qui dit par exemple qu'on n'est pas à Francfort ici. Tout ça, c'est des choses qui fragilisent un entraîneur énormément. Et au Bayern, symbolisé par Uli Hoeneß,
où les joueurs ont la porte ouverte du président et ils peuvent se plaindre comme ça, à la fois dans le club et dans les médias. Ça fragilise un homme. Il faut ajouter que Kovac n'a pas non plus toujours été ultra convaincant dans ses choix. Il n'avait pas une philosophie très identifiée qui a convaincu les joueurs. Donc aujourd'hui, on se retrouve à une petite improvisation quand même. On ne sait pas encore qui entraînera le club après Noël ou après l'été. C'est lié aussi au fait qu'il y a 2 hommes forts à la tête du club, qu'il y avait 2 hommes forts à la tête du club puisque Lionel est parti ce mois-ci. Et donc voilà, ça rend la prise de décision au sein du club difficile. Et ce sont des décisions prises ou pas prises qui rejaillissent sur le sportif. Alors malgré tout ce qu'on vient de se dire sur les faiblesses du Bayern en ce moment et sur la qualité de ses concurrents à l'heure actuelle, est-ce que vous ne pensez pas que le Bayern va nous refaire la même remontée fantastique que l'année dernière ? Ça reste le favori, malgré tout, le Bayern. J'ai l'impression que cette année, Mönchengladbach a les armes pour durer. Il faudra voir comment il se comporte en tant que chassé, puisqu'on a moins de pression quand on est chasseur. Leipzig, c'est peut-être le plus régulier. Dortmund n'a pas non plus abandonné ses rêves de titres. Il a manqué un peu de maturité au BVB pour aller chercher des titres lors de ses dernières saisons face au Bayern, alors qu'ils avaient vraiment pris le dessus. Je précise juste qu'on a sciemment décidé de passer très rapidement sur Dortmund, parce qu'on a fait un épisode sur eux début septembre, donc il faut être équitable avec tous les clubs allemands. Et oui, évidemment qu'ils font partie des concurrents du Bayern à l'heure actuelle. Non, mais ça sera très serré. C'est un des championnats les plus captivants à suivre cette saison parce que, comme le disait David, il y a très peu d'écart entre les 8 ou 9 premiers et le Bayern va devoir vite se reprendre pour éviter de courir après les points. La remontée du Bayern, pour moi, c'est quand même le scénario numéro 1. Ils ont en mémoire la remontée l'année dernière, 9 points de retard. Aujourd'hui, 4 pour eux, c'est pas grand-chose. Vu l'effectif qu'ils ont, vu l'élan qu'ils ont repris avec Hansi Flick, pour moi, le Bayern est encore le grand favori de la Bundesliga. Mais il faut retrouver la stabilité défensive. C'est peut-être ça le bémol cette saison. On ne pouvait pas faire un Big Five cette semaine sans parler du Ballon d'Or. Vous vous en êtes rendu compte, ce 6e sacre pour Lionel Messi n'a pas fait l'unanimité, loin de là. Le lendemain de la cérémonie, notre collègue Vincent Duluc écrivait, lui, dans le journal « Les buts de CR7 sont magiques, mais Messi est magique même quand il ne marque pas. Est-ce qu'on n'a pas davantage récompensé le meilleur joueur du monde plutôt que celui de la saison ?» C'est une tendance. On avait déjà eu ce débat et ce problème en 2010, en 2014, en 2018. Maintenant, en 2019, il y a davantage un trophée qui récompense le meilleur joueur ou celui qui a les statistiques les plus folles ou qui est le plus magicien à un palmarès. Donc on est tourné vers un football de stats, un football de stars et un football d'attaque. C'est peut-être aussi pour cela qu'a été créé le trophée Yashin, parce que quand vous n'êtes pas attaquant, c'est très difficile d'exister, et au moins avec la création de ce trophée de meilleur gardien qui a sacré Alisson, on sait que désormais les gardiens peuvent être exposés. Je pense à Manuel Neuer en 2014, on pense à nos Français avec Griezmann ou Varane en 2018 ou Sneijder, Iniesta en 2010. C'est vrai que parfois on a ce petit regret que le joueur qui a été le plus impressionnant au sein d'un immense collectif et qui a glané un gros palmarès n'est pas toujours récompensé. Mais du coup, est-ce que 46 buts inscrits en une saison et une Liga valent davantage qu'une Ligue des Champions ? En Suisse, c'est ça que la question que tout le monde se pose. Moi, je suis souvent déçu par le Ballon d'Or, mais il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix, dans le résultat du Ballon d'Or. Parce que moi, j'aurais vraiment bien aimé voir Xabi un jour Ballon d'Or. Et j'aurais bien aimé voir Sadio Mané Ballon d'Or. Mais c'est des débats à l'infini. J'aurais récompensé aujourd'hui, dans mon esprit, le meilleur joueur de la meilleure équipe de l'année. Parce que si je repense au Ballon d'Or 2019, je repense à 2019. Et qu'est-ce qui m'a marqué en 2019 ? Le marqueur de la saison, c'est Liverpool. C'est les fabuleux renversements. Et Liverpool, voilà, pour moi, était incontournable. Mais alors, pour j'adore rappel... Messi, je peux rien dire. En fait, ça m'énerve parce que je peux rien dire contre. Mais Liverpool peut pas gagner tout seul le Ballon d'Or. En fait, il y a trop de joueurs, effectivement. La fameuse dispersion des voix. Je rappelle quand même les critères. Dans l'ordre, il y a les performances individuelles et collectives. En numéro 2, la classe du joueur, c'est-à-dire le talent et le fair play. Et enfin, en numéro 3, la carrière du joueur. Avec Messi sacré cette année, on peut se demander si les critères 2 et 3 n'ont pas pris le dessus sur le premier, en fait.
Tout dépend du point de vue que vous prenez, du prisme que vous avez selon là où vous habitez. C'est un vote qui est effectué par les journalistes du monde entier. Selon les continents, on a vu qu'en Europe, par exemple, Messi n'était pas le premier, si on accumulait les votes des journalistes. Qu'en Afrique, Sadio Mané n'était pas non plus. Et qu'en Afrique, il n'était pas le premier. Et je pense que la difficulté de Liverpool, c'était de se dire, mais quel est le joueur qui va représenter le mieux cette année fantastique? Et c'est vrai qu'il y avait et Salah, et Mané, et Van Dijk, et Alisson, et Firmino. Et forcément, à l'arrivée, il manque 7 points pour devancer Messi. Alors, personne ne contestera la classe de Messi et les buts qu'il a encore empilés. C'est un petit regret à l'échelle de l'exploit de Liverpool en 2019. Mais Messi garde cette capacité à renverser tout seul les scores dans une équipe aussi connue, avec une réputation qui ne changera pas au FC Barcelone. Et effectivement, ça c'est quelque chose, je pense, qui marque, que ce soit le grand public comme les journalistes aussi. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas, même s'il y a des critères qu'il faut suivre absolument. Et voilà, il y aura toujours des débats et on gardera toujours en tête que Messi est quand même meilleur joueur du monde, quelle que soit l'année en fait, quasiment. On aura du mal à identifier Messi à un match, à une action sur cette année, quoi. Alors même s'il y a la demi-finale aller de Ligue des Champions, il me manquera toujours un truc. Et quand j'identifie les ballons d'or, je les identifie forcément avec un souvenir. Et j'aurais du mal à le trouver avec Messi, hormis la magie continue qui diffuse. Il a aussi un gros sens du timing, c'est-à-dire qu'il a commencé la saison blessé. Je crois qu'il n'avait pas marqué avant début octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et il a enfilé but sur but sur but. Et effectivement, au moment du vote, il y a aussi ce côté frais, ce côté d'actu, on va dire. Et c'est quelque chose auquel on pense forcément quand on se dit tiens, Messi a mis 4 coups francs directs. C'est lui qui porte le Barça, qui n'est pas forcément en forme. Voilà, et on pense au mois de février, au mois de mars ou au mois d'avril. Voilà. Bon, je précise qu'il y a 3 joueurs de Liverpool dans le top 5, Mané 4e et Salah 5e, et que c'est le dernier jour des votes que Van Dijk a été battu, entre guillemets, puisque il avait été nommé 69 fois en tête et Messi 61, donc ça s'est joué à rien du tout. Ah bah ça, tu me l'apprends, Marie. Donc c'est encore plus cruel pour le défenseur néerlandais qui aura aussi fait une finale de Ligue des Nations avec les Pays-Bas face au Portugal. Ça compte. Mais disons que lui, il allait un petit peu plus loin en sélection que Messi, qui attend toujours un trophée avec l'Argentine. Mais bon, il faut bien un vainqueur, donc bravo à Messi pour son 6e ballon d'or. Bien, ce sera le mot de la fin, Emmanuel. Merci beaucoup, messieurs, et merci particulièrement à Flavien Trésarieux pour sa première. Merci, comme chaque semaine, à Roland Richard et à Louis Godefroy. Que serais-je sans vous? Je ne sais pas. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial Manchester City. À très vite.